Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est le grand forum. Aujourd'hui, nous recevons Claude Reisman du mouvement La Révolution Bleue. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Claude Reisman du mouvement La Révolution Bleue. Bonjour, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour, ravi d'être avec vous. Alors, qu'est-ce que la Révolution? Pourquoi a-t-elle été créée? Elle a été créée en 2005, à l'automne 2005, au moment où les banlieues s'enflammaient, à la suite des incidents que tout le monde connaît. Et donc, on avait constaté que ce mouvement, cette inflammation des banlieues était évidemment la résultante d'une situation. Et nous avions défini alors trois priorités, qui étaient, et qui restent d'ailleurs celles de la Révolution Bleue. Non à la chienlit, parce que c'était effectivement la chienlit qui se développait, mais je vous rappelle que chienlit c'est un mot créé, enfin, ou du moins utilisé par le général de Gaulle, non à l'excès de prélèvements obligatoires, à l'excès de charges et d'impôts, et non aux politiciens incapables. Donc vous voyez, on avait cerné en quelque sorte notre action. Le problème, oui. Je constate avec tristesse que ces trois thèmes sont restés totalement d'actualité. Tout à fait. Alors, quelles sont les idées, les combats que vous défendez? Y a-t-il une autre façon, à votre avis, de faire de la politique aujourd'hui? Écoutez, il y a une autre façon d'en faire qui passe d'ailleurs par des réformes très simples. Je crois que chacun en France est d'accord pour dire que la politique est actuellement le fait de politiciens professionnels, qu'il n'y a pas de brassage au sein de la politique, ce sont les uns qui succèdent aux autres et les autres qui succèdent aux uns, et que le grand défaut de la situation politique française, c'est que la société civile n'a plus sa place dans la politique. Alors ça, c'est une situation qui ne date pas d'hier, mais qui s'est aggravée au fil des années, et qui tient d'ailleurs à une réforme qui a été faite par le général de Gaulle lorsqu'il a réformé la Constitution en arrivant en 1958. Il a, comme chacun le sait, redonné tout pouvoir, ou du moins un très grand pouvoir à l'exécutif. Le motif était d'ailleurs assez simple, que ça tenait au fait que le général de Gaulle avait critiqué pendant toute sa traversée du désert la République, quatrième République en l'occurrence, qui ne faisait que succéder à la troisième, et qui était une République faite de gouvernements, dirigés par des gouvernements qui avaient d'une façon générale une durée d'existence très faible, parce que le régime d'assemblée faisait que les gouvernements ne tenaient pas longtemps. Et de ce fait, pour réagir contre cette situation, le général de Gaulle avait donné dans la Constitution de 1958 un grand pouvoir à l'exécutif, ce qui veut dire que ce sont les fonctionnaires, parce que c'est eux qui durent finalement. Un ministre, même s'il est plus longtemps en poste, ne dure jamais aussi longtemps que les fonctionnaires qu'il a sous ses ordres. Et du coup, si on conjugue là l'existence d'une catégorie de fonctionnaires bien particuliers qui s'appelle les énarques, c'est-à-dire les gens qui sont sortis de l'École nationale d'administration, eh bien cette réforme a abouti tout simplement à donner tout pouvoir à l'administration et aux énarques. Et on a vu ceux-ci prendre le pouvoir non seulement dans l'administration, mais aussi au gouvernement et même dans les entreprises, car au fond, ils pratiquent des allées et venues dans ces deux domaines. Et actuellement, ils dominent l'ensemble des activités publiques en France. Donc, tout ceci est évidemment très préjudiciable, car la classe moyenne, pourrait-on dire, qui est l'immense majorité du peuple français, ne se sent plus représentée par les politiciens. Donc, cette situation pourrait appeler évidemment des réformes drastiques, mais en fait, il y en a une seule à faire. Elle est très simple. Il suffit tout simplement de prendre une loi ou un décret qui obligerait tout fonctionnaire entrant en politique à démissionner de la fonction publique. Or, à partir de ce moment-là, comme il ne pourrait plus y revenir, eh bien, il ne ferait plus ce que l'on constate actuellement. Et c'est une mesure qui existe dans de nombreux autres pays. Je sais qu'en Grande-Bretagne, par exemple,
les fonctionnaires doivent même démissionner quand ils se présentent aux élections. Il y a une certaine logique d'ailleurs dans cette mesure, parce que par définition, la fonction publique doit être neutre. Elle ne doit favoriser personne et ne doit pas permettre non plus, en tout cas dans l'exercice de cette fonction publique, l'expression d'opinions politiques. Or, à partir du moment où vous vous présentez à une élection de caractère politique, il ne s'agit probablement pas d'une élection municipale ou de quelque élection de ce niveau, eh bien vous affichez une opinion politique. Enfin bref, que l'on fasse cela à l'occasion de la déclaration de candidature ou à l'occasion de l'élection, il est absolument vital qu'on empêche les fonctionnaires de rester fonctionnaires, car cela leur permet tout simplement de faire une carrière politique sans risque. S'ils sont battus, ils reviennent dans l'administration, après avoir progressé d'ailleurs d'une manière très régulière, et puis vous arrivez après, lorsque les majorités changent, à ce que ces gens qui sont revenus dans l'administration retournent à la politique. Donc voilà déjà une des raisons et un des moyens que l'on pourrait employer. Il y en a d'autres, évidemment, il y a notamment celui qui concerne le financement politique. Alors, il a été réformé en principe pour ne pas permettre les excès que l'on a pu connaître, mais en réalité, le fait de faire financer la vie politique par la dépense publique, tout simplement, a abouti au fait que seuls vraiment peuvent se présenter aux élections les partis politiques déjà représentés, puisque vous savez que le financement politique se fait sur la base des résultats obtenus. Alors par définition, une nouvelle formation politique n'a pas pu obtenir de résultats puisqu'elle ne s'est pas présentée encore. Donc elle n'aura pas d'argent pour se présenter, d'autant plus que les dons des particuliers sont limités et que par conséquent seuls pourront continuer à se présenter les formations politiques qui ont déjà pignon sur rue et se sont déjà présentées aux élections. Donc voilà deux réformes qui sont finalement assez simples à faire, qui ne nécessitent ni réforme de la Constitution, ni modalités particulièrement complexes, et qui permettraient, en rétablissant un financement purement privé de la vie politique, qui rétablirait une vie politique et démocratique normale. Alors beaucoup d'auditeurs se posent la question suivante, justement sur la marge qu'a le gouvernement pour diriger. Certains auditeurs nous disent les gouvernements ne font rien, ne peuvent rien faire puisqu'ils sont au bottes de la finance. Ils ne sont pas au bottes de la finance. Enfin, ça dépend à quoi vos auditeurs font allusion. S'il s'agit de la situation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec l'expression être au bottes de la finance, parce que j'imagine qu'ils font allusion au marché financier qui actuellement surveille d'un œil extrêmement suspicieux les gouvernements qui dirigent des États endettés. Mais il faut savoir ce qu'on appelle les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est vous et moi. Ce sont des caisses de retraite, ce sont des fonds de placement, ce sont des banques, enfin ce sont des institutions financières où vous mettez votre argent, tout simplement. Et donc, il ne faut pas croire que ce sont d'abominables financiers qui ne pensent qu'à une chose, à s'enrichir aux dépens du pauvre peuple. Vous savez, pour ne prendre qu'un exemple, il y a une des caisses les plus riches, s'appelle CalPERS, c'est le fonds des fonctionnaires de l'État de Californie. Bon, cette caisse qui maintenant est effectivement un peu en difficulté parce que la Californie est, comme vous le savez, un État en quasi-faillite, eh bien, cette caisse était un des principaux investisseurs mondiaux, mais il n'y a pas qu'elle. Regardez dans la situation, pour revenir en Europe, dans la situation actuelle, savez-vous qui sont les principaux marchés financiers dans les soucis qu'ont actuellement la Grèce, l'Espagne, le Portugal? Mais ce sont tout simplement les banques françaises et allemandes, parce qu'elles ont prêté énormément d'argent à la fois aux États et aux privés, et donc elles sont très inquiètes à l'idée de ne pas être remboursées. C'est-à-dire que votre banque dans laquelle vous avez votre argent, je parle à ceux qui vous disent que les marchés, qu'on est à la botte des marchés financiers. Mais c'est eux, si vous voulez, eux et beaucoup d'autres, qui sont tout simplement dans la botte, en défendant, en essayant d'obtenir des garanties sur la bonne marche de ces États. Les banques en question, ou d'autres, ou les caisses de retraite, celles qui travaillent en capitalisation, tout simplement les fonds d'assurance vie, essayent de garantir votre argent. Donc voilà exactement ce qui se passe. Maintenant, pour le reste, pour ce
ce qui est de la finance, bon, il y a aussi des fonds qui appartiennent aux États, on appelle ça les fonds souverains. Bon, ce sont des États qui bénéficient effectivement de leur capacité d'exportation, qu'il s'agisse d'exporter du travail, comme par exemple la Chine, ou d'exporter des matières premières, comme par exemple les États pétroliers. Enfin, ça, que voulez-vous, c'est le commerce. Nous achetons notre pétrole pour pouvoir circuler avec nos voitures. Bah, il faut bien qu'on le paye, et ceux à qui on le paye ont parfaitement le droit d'avoir de l'argent. Voilà, je crois qu'il faut dépassionner cette histoire des marchés financiers. Il faut la ramener à ce qu'elle est, c'est-à-dire le simple fait que nous avons des créanciers. Nous ne devrions d'ailleurs pas avoir des créanciers à ce niveau-là, parce que la bonne gestion, ça consiste à ne pas s'endetter. En tout cas, s'endetter le moins possible. Mais on cherche toujours des boucs émissaires, et il est évident que la finance internationale est un bouc émissaire facile, dans la mesure où elle n'a pas vraiment de visage. Mais si vous y mettez votre propre visage à vous, vous vous apercevez que vous n'êtes pas un être abominable et que les financiers non plus. Alors justement, un de ces auditeurs, Christian de Toulouse, nous dit « On dépense des milliards pour renflouer les banques et on n'a pas un centime pour les SDF et on veut rogner sur les retraites. » Oui, effectivement, c'est effectivement choquant dans la mesure où le parallèle que fait votre auditeur a tout pour choquer. Il faut quand même savoir pourquoi on a renfloué les banques. On ne les a pas renflouées pour leurs beaux yeux. On les a renflouées tout simplement pour qu'il n'y ait pas un krach financier et que votre auditeur et les autres et nous-mêmes ne nous retrouvions pas avec une banque qui aurait perdu tous ses fonds propres et qui du coup ne pourrait même plus nous garantir les fonds que nous y avons déposés. Donc c'est pour éviter un krach financier, un krach bancaire de très grande ampleur que les États ont aidé les banques. Alors si l'on veut aller plus loin et dire que les banques ont totalement abusé de la confiance que nous leur faisions ou que nous ne leur faisions pas d'ailleurs, eh bien là je suis tout prêt à suivre votre auditeur, parce que les banques ont spéculé, elles ont essentiellement consacré leur activité à spéculer et non pas à financer l'économie. Alors de ce point de vue-là, effectivement, on peut leur faire de très grands reproches, et il faut également ajouter, pour être tout à fait honnête, que les États ont financé les banques, mais que la plupart des banques ont déjà, d'abord elles ont été financées avec de l'argent qui portait intérêt pour les contribuables, donc c'est déjà un point positif, et que d'autre part, elles ont déjà remboursé pour la plupart. Donc ça n'est pas là qu'on va pouvoir trouver de l'argent pour financer les retraites. Mais justement, pour autant, on n'a pas l'impression, malgré le renflouement de ces banques, que la situation est stabilisée pour autant. Ah non, vous avez parfaitement raison, elle ne l'est pas, elle ne l'est même pas du tout. Vous savez qu'actuellement, le manque de confiance et notamment l'endettement excessif dont on ne voit pas comment certains États pourront sortir, je pense en particulier, je pense à la Grèce, tout le monde le sait, mais l'Espagne, le Portugal et même la France ont un endettement qu'elles sont absolument incapables d'endiguer et dont elles ne peuvent pas sortir sans des mesures qui vont être évidemment très fortes. Et par conséquent, en effet, on ne voit pas le bout du tunnel, et notamment en ce moment, vous avez une grave crise de liquidité bancaire, c'est-à-dire que les banques, en particulier les banques du Sud, donc celles qui ont leur siège et leurs activités en Espagne, au Portugal, en Grèce ou ailleurs, eh bien, ont beaucoup de mal à trouver de l'argent, et elles n'arrivent pas à se financer sur le marché interbancaire, parce que vous savez que les banques se financent les unes les autres, et elles sont obligées de se financer à la Banque Centrale Européenne. Et c'est une situation qui n'est évidemment pas normale, mais qui est due tout simplement au manque de confiance qui règne dans l'ensemble du monde financier, économique, et qui est fondée sur la crainte que l'endettement excessif de ces États et des particuliers fait que les dettes ne seront pas remboursées. Vous savez qu'il y a des centaines et des centaines de milliards engagés par nos banques françaises et allemandes, dans les économies dont nous venons de parler. Donc cette situation est effectivement très préoccupante, et elle est d'autant plus préoccupante que nous avons assisté au cours du déroulement de la crise depuis 2008, au renflouement des banques par les États, mais maintenant ce sont les États eux-mêmes qui sont en première ligne. Qui les renflouera s'ils viennent de faire défaut, et qui renflouera les banques une nouvelle fois si on s'aperçoit qu'il faut une fois encore passer à la caisse, si j'ose ainsi m'exprimer. De toute façon, on ne peut pas renflouer les banques éternellement. Non, justement, il va falloir faire ce que l'on appelle un rééchelonnement, une révision de la dette, c'est-à-dire une restructuration. Ce qui veut dire aussi que si vous restructurez par exemple la dette espagnole, ça veut dire que les avoirs qui sont actuellement détenus par les banques françaises et allemandes
vont être restructurés et par conséquent les bilans de ces banques vont être modifiés puisqu'ils ne détiendront plus la même quantité d'avoirs, ils sont bien obligés de les mettre à leur bilan. Et d'autre part, même si certains avoirs sont sauvegardés, leur remboursement se fera beaucoup plus lentement et donc ces banques n'offriront plus une surface financière très avenante. On est dans une situation extrêmement préoccupante, qui reste très préoccupante et qui d'ailleurs est tout aussi préoccupante en France que dans les pays que nous venons de citer, parce que vous savez, certains journalistes ou certains observateurs disent beaucoup expriment beaucoup de craintes sur la dette américaine. Mais quand vous rapportez la dette américaine à la France, c'est-à-dire l'économie américaine à peu près, c'est en 5 fois, un peu plus de 5 fois l'économie française. Bon, si vous divisez par 5 la dette américaine, vous avez la dette française. Donc, quand vous dites que vous êtes inquiet de la situation de l'Amérique, vous pouvez écrire tout autant que vous êtes inquiet de la situation de la France, mais je ne sais pas si vous l'avez observé, actuellement, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, les périodiques français, les radios, les télévisions, hormis quelques spécialistes qu'on n'écoute pas beaucoup parce qu'on n'aime pas avoir des mauvaises nouvelles, personne ne vous dit que la France est dans une situation extrêmement préoccupante. Sans parler du fait que les États-Unis ont une économie qui est repartie, même si c'est encore un peu chaotique, alors que la France, et les derniers chiffres qu'on a eus aujourd'hui l'indiquent, est en pleine stagnation. Alors justement, Jacques Attali aurait dit sur France Télévisions il y a quelques jours que la France serait ruinée dans 10 ans. Oui, c'est le titre de son dernier ouvrage. Voilà. Et il l'a sorti quand même d'un point d'interrogation. Parce que, pour ne pas affoler le peuple. Oui. Oui, effectivement, je connais cette thèse. Alors c'est une thèse qui est très réaliste. Et il a raison, enfin, au moins sur ce plan-là. Je ne suis pas un fan de M. Attali, mais bon, il est vrai que quand vous regardez les chiffres, et je suis économiste moi-même, donc je connais ces chiffres très bien et depuis longtemps, bon, il est évident que vous avez une situation qui, non pas qui nous conduit à la ruine, nous sommes déjà dans la ruine. Nous ne vivons que parce que nous avons encore une capacité d'emprunter. Et il faut savoir que la réforme des retraites qui est actuellement en cours et qui a donné lieu à ces manifestations d'hier, eh bien c'est une réforme qui n'est destinée, qui n'est pas destinée réellement à sauver les retraites, qu'elle ne sauve d'ailleurs pas, elle est destinée simplement à montrer au marché financier que la France prend ses déficits à bras-le-corps. C'est uniquement une opération de façade, parce que ce dont dépend la France actuellement, c'est de la note que les agences de notation financière lui décernent. Elle a encore la meilleure note, le fameux triple A, mais il suffit que des inquiétudes sérieuses se fassent jour sur la situation réelle de la France pour que celle-ci voit sa note dégradée, et du coup elle va devoir emprunter beaucoup plus cher. Et je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais savez-vous que cette année nous empruntons 454 milliards d'euros, d'une part pour de nouvelles dépenses et d'autre part pour rembourser nos dettes qui arrivent à échéance. C'est une situation littéralement intenable et nous empruntons la moitié des dépenses de l'État. C'est-à-dire que si vous rapportez cette situation à celle d'un particulier, quel est le particulier qui pourrait continuer à exercer ses activités et à vivre s'il devait chaque mois emprunter la moitié de ce qu'il dépense? Tout à fait. C'est absolument impensable. Alors justement, un autre auditeur, Jean-Claude de Draguignan, ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne restreint pas son budget. On peut faire référence justement à l'affaire Christine Boutin, par exemple, oui, etc. Et bon, des affaires comme ça, on sens tous les jours. Il ne comprend pas pourquoi justement le gouvernement ne restreint pas son budget, pourquoi Sarkozy a augmenté son salaire de 170%, je ne sais plus combien, oui, en arrivant à l'Élysée alors qu'on devait faire des économies. Pourquoi on s'attaque aux retraites finalement, pourquoi on veut rallonger le temps pour la retraite alors que les jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, il n'y a pas de travail, il n'y a que du chômage. C'est un non-sens. Oui, Jean-Claude de Draguignan a raison de faire ce constat, mais je pense qu'il se trompe dans l'analyse. Alors, sur le plan des dépenses qui sont affichées, bon, celles que vous venez de citer, il y a un effet symbolique qui est évidemment très choquant. Oui. Bon, ça est bien évident que si les ministres ne savent pas eux-mêmes restreindre leur train de vie, comment voulez-vous qu'ils demandent à la nation de restreindre le sien? Oui, justement, il dit l'exemple vient d'en haut. Oui, voilà.
Voilà, l'exemple vient d'en haut, et de ce point de vue-là, il a pleinement raison. Le rôle d'un gouvernant, c'est avant tout de montrer l'exemple. Bon, c'est de savoir gouverner, mais pour bien gouverner, il faut montrer l'exemple d'un comportement qui ne soit ni frauduleux, ni exagéré, et à plus forte raison, qui soit susceptible de créer de la confiance. Mais si vous voulez, c'est un aspect qu'on pourrait qualifier d'un peu, non pas secondaire, parce qu'il est très important, mais d'un peu marginal par rapport aux véritables chiffres. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, sur le plan du symbole, je suis totalement d'accord avec votre auditeur et sans doute avec la majorité de vos auditeurs. Et d'ailleurs, les observateurs les plus avisés ont dit que le succès des manifestations d'hier doit pas mal, beaucoup même disent certains, à la situation scandaleuse de certains ministres. Tout à fait. Bon, les gens sont allés dans la rue non pas seulement pour protester contre l'allongement de la durée du travail pour parvenir à la retraite, mais aussi pour dire que la façon de gérer l'État était scandaleuse. Alors, cela étant dit, la raison pour laquelle certains, dont votre auditeur, s'alarment en faisant une comparaison, comment se fait-il qu'on veuille faire payer les retraités, ou du moins qu'on leur inflige un sort peu enviable, alors même que les ministres vivent bien. Bon, ça, même si vous supprimiez toute rémunération pour les ministres, ça ne ferait pas un centime de plus pour les retraites. Non, la vraie raison de la crise des retraites tient à un fait extrêmement simple, c'est qu'on n'a jamais dit la vérité aux Français sur leur système de retraite. J'ai donné un exemple qui va certainement vous paraître cocasse, mais je vous assure, c'est un exemple très sérieux. Alors prenons l'exemple d'un salarié qui s'appelle Marcel. Je dis Marcel. Oui. Vraiment, bon. Donc Marcel, si vous interrogez Marcel, mettons qu'il ait, je sais pas, une cinquantaine d'années par exemple, il est cadre moyen, bon, il suit les affaires, mais enfin il n'est pas spécialisé. C'est un homme honnête, c'est un homme tout ce qu'il y a de respectable, etc. Et si vous lui demandez, Marcel, votre retraite, alors comment ça se passe ? Il vous dira certainement, d'une façon peut-être un peu moins imagée, écoutez, c'est très simple, on prend de l'argent, et puis bon, on le met, cet argent, le gouvernement, le pouvoir, le met en réserve, et quelque part, il y a une enveloppe où il y a marqué Marcel et il y a mes sous dedans. Voilà. Et puis, le moment venu, quand je serai à la retraite, on va me rendre mes sous avec des intérêts. Donc Marcel est persuadé que sa retraite est de la capitalisation. Alors en fait, ça n'est pas du tout ça, c'est de la retraite par répartition, c'est-à-dire que notre cher Marcel, il travaille, mettons qu'il a 50 ans, ça fait une trentaine d'années qu'il travaille, on lui prélève chaque année un montant important que l'on verse au régime de retraite, mais ce régime de retraite consiste tout simplement à donner l'argent de Marcel à un travailleur qui s'appelle Albert. Voilà, et donc Albert, qui lui-même avait cotisé, parce que il ne faut quand même pas penser qu'Albert est un mauvais homme, mais Albert, quand il cotisait, ils étaient 4 à payer pour un retraité. Et Marcel, il n'y en a plus que 1,4. Alors évidemment, c'est un quart de 40% d'un homme, ça n'existe pas, mais si vous voulez, il y a actuellement 14 cotisants pour 10 retraités, alors qu'il y en avait 40 auparavant pour 10 retraités. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas payé la même chose. Et donc finalement, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'au fond, toute cette réforme des retraites qui est devenue indispensable et qu'on n'a pas faite, qu'on n'est pas en train de faire en réalité, on est en train de colmater des brèches, est une réforme qui tient à un mauvais système. C'est-à-dire que c'est une retraite par répartition, ça ne peut marcher que si vous avez toujours à peu près le même nombre de cotisants et le même nombre de retraités. Bon, ou alors, si vous voulez que ça marche, mais là encore, il y a une différence entre la capitalisation et la répartition, c'est que quand vous faites de la capitalisation, l'argent est placé et produit. Évidemment, il aide des entreprises, il aide des activités diverses et variées qui produisent des résultats, qui produisent de l'argent, et il touche des intérêts pour ça. Alors que la retraite par répartition, c'est de l'argent qui est distribué à des gens, qui est détruit en quelque sorte. Même s'il est vrai que les gens retraités consomment et par conséquent, ils dépensent également en partie pour l'économie, mais ça n'a rien à voir avec une retraite par capitalisation. Donc, si vous vouliez vraiment faire de la répartition, mais de la faire honnêtement et de manière durable, il faudrait en permanence avoir en tête, et ça n'est pas très difficile parce que ça on le sait 40 ans à l'avance, le nombre de gens, à peu de choses près en tout cas, le nombre de gens qui seront à la retraite quand vous-même, ou plutôt plus exactement, quand vous-même arriverez à la retraite dans 40 ans, si vous commencez votre activité cette année par exemple, combien y aura-t-il de gens pour vous la payer ? Or,
c'est le calcul qu'on n'a pas voulu faire pendant toutes ces années. Moi, ça fait des dizaines d'années que je le dis et que je l'écris. On n'a pas voulu faire ce calcul et on a distribué l'argent tout de suite. Or, il n'aurait pas fallu le faire parce que quand il y avait 4 personnes qui payaient pour une personne et qu'on savait très bien dès cette époque qu'on arriverait à un moment où il n'y en aurait plus qu'une personne qui paierait pour un retraité, il fallait mettre de côté une partie de cet argent et le placer évidemment et faire en sorte que le moment venu, on ne soit plus dans la situation où on se trouve maintenant et on va se trouver encore plus demain, où les retraités seront entièrement à la charge d'un nombre équivalent au leur de personnes actives. Donc c'est le système qui est mauvais. Donc si vous voulez, moi je comprends parfaitement que les gens soient d'abord inquiets, soient même dans une situation d'incompréhension totale, parce que j'ai eu souvent l'occasion de faire des conférences sur ces sujets, et je me souviens, il y avait toujours au début de la conférence des réactions d'incompréhension, d'incrédulité et même de colère à mon égard, quand je leur disais, mais nous sommes sur une pente où les retraites ne seront pas payées. Alors les gens me disaient, mais enfin je ne comprends pas ce que vous dites, comment se fait-il, moi j'ai payé, j'ai le droit, je veux toucher ma retraite. Et je leur disais 2 choses très simples. Dans ce que vous dites, il y a quelque chose d'incontestable. Vous avez payé, bien sûr. Vous avez le droit. Oui, bien sûr, puisqu'on vous a dit que ça vous donnerait un droit. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Quand vous examinez la situation, on arrive à une situation où il n'y a plus d'argent. Alors, comment faites-vous? Alors là, les gens commençaient à s'interroger. Et c'est là que je leur expliquais pourquoi on en arrivait là. Donc, en fait, ce que les Français subissent actuellement, et je dois dire que c'est une crise d'une extrême gravité, c'est l'effondrement de leur système de retraite qui a été conçu d'une manière telle qu'il ne pouvait que s'effondrer. Si vous le voulez bien, Claude Reichmann, on marque une pause dans ce grand forum Fréquence Évasion et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Grand Forum Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Claude Reichmann du mouvement La Révolution Bleue. Alors on nous parle souvent de la redistribution des richesses qui ne se fait pas, quoi, finalement. Oui, écoutez, la redistribution des richesses, si, elle se fait même beaucoup. C'est même la raison pour laquelle les choses ne vont pas bien en France, parce que nos riches s'en vont, et puis, vous savez, la redistribution des richesses, c'est pour l'essentiel la richesse, entre guillemets, parce que c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer, mais qui est celle des classes moyennes. Or, quelle est la raison pour laquelle ce sont les classes moyennes qui payent le plus? Et pourquoi? Parce qu'on a un système social qui nous coûte beaucoup trop cher. On nous oblige à acheter, entre guillemets, des assurances maladie et retraite qu'on pourrait avoir à bien meilleur prix et donc garder beaucoup plus d'argent pour nous s'il y avait tout simplement la liberté de choix. On ne demande pas la suppression de la sécurité sociale, parce que je suis par ailleurs le président du mouvement pour la liberté de la protection sociale, qui milite depuis de longues années, depuis plus de 20 ans, et qui a obtenu le résultat sur le plan juridique pour qu'on ait la liberté de choix en matière d'assurance. Et c'est évidemment un choix qui est très intéressant, parce que il ne nuit en rien à la solidarité, dans la mesure où on peut parfaitement par l'impôt rétablir des situations qui seraient déséquilibrées pour certaines personnes, et en même temps on laisse à chacun d'une part la liberté de s'assurer, et d'autre part lui prenant moins la capacité d'épargner, de consommer, enfin bref, la capacité de jouir de ce qu'il gagne, alors qu'actuellement on vous prélève des sommes considérables. Il faut quand même savoir que une personne qui gagne par exemple 2000 €, un salaire moyen, donc est une personne qui coûte en réalité 3500 € à son entreprise. Donc c'est ce qu'elle gagne réellement, si vous voulez, parce que l'entreprise ne donne rien en réalité. L'entreprise prend sur le salaire, voilà. Donc toute cette situation, elle
les questions que vous me soumettez et qui viennent de vos auditeurs sont des questions parfaitement légitimes. Ah, on l'entend tous les jours. Hein. Voilà, et ça ne m'étonne pas, parce que c'est effectivement ce que pensent les gens. Seulement le problème, c'est que personne, hormis ceux qui connaissent le sujet, mais on est beaucoup plus nombreux à le connaître qu'à le dire. Et donc, personne ne leur explique pourquoi on est arrivé là, parce que finalement, si vous dites tout cela, et si ce que je viens de vous dire est entendu en tout cas par vos auditeurs, quelle sera leur réaction? Elle va considérer, mais on nous a raconté n'importe quoi. Vous comprenez, finalement, ce qui s'est passé, vous avez, comme tout le monde, suivi le triste parcours de l'équipe de France. Ah oui, tout à fait. Bon, évidemment, chacun y a trouvé matière à indignation, mais savez-vous pourquoi les gens sont si indignés? C'est parce qu'ils y voient leur propre histoire. Et quand j'entends des gens, parce que on a beaucoup sur les blogs partout, dans les micro-trottoirs, on peut entendre des gens dire mais on nous a raconté n'importe quoi. Ben, figurez-vous qu'en politique c'est la même chose. Quand je dis politique, c'est l'ensemble du système économique et politique français. On a raconté aux gens n'importe quoi, et quand ils vont se réveiller, j'aime autant vous dire que ça ne va pas être triste. Ça c'est sûr. Et justement, on nous parle souvent des paradis fiscaux. Oui, alors les paradis fiscaux... On n'en sort pas avec les paradis fiscaux. Bah, écoutez, s'il y a des paradis fiscaux, c'est probablement qu'il y a des enfers fiscaux aussi. Et donc, les paradis fiscaux, en fait, c'est un mythe. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Il y a bien ici et là des îles où on peut transférer des capitaux, et même d'ailleurs nos banques, qui paraît-il ont mis un frein à ce genre d'activité, nos banques françaises, ont elles aussi des succursales dans les paradis fiscaux. Bon, c'est tout simplement destiné à permettre à de très gros capitaux d'échapper à des impôts abusifs, etc. Mais le problème des paradis fiscaux n'a strictement rien à voir avec la situation pitoyable de notre économie. Ça n'est pas à cause des paradis fiscaux, c'est à cause du fait qu'on prend trop d'argent aux classes moyennes. Alors on nous parle aussi des fortunes colossales. On va faire référence par exemple à L'Oréal, puisqu'on en parle en ce moment. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi des gens gagnent tant d'argent et que on va chercher des noix, si vous voulez, aux petits retraités du coin, quoi. Ah oui, mais là encore, ça fait partie des choses choquantes. Mais vous savez, il faut apprécier cette situation d'une façon, je crois, un tout petit peu différente de ce qu'on entend quotidiennement. Bon, pourquoi y a-t-il de grandes fortunes? En général, ces grandes fortunes sont le fruit de grandes réussites industrielles. Bon, il n'y a pas de fortune, hormis les fortunes mafieuses qui peuvent se faire mais là il s'agit d'activités illicites et même totalement illégales et malhonnêtes. Mais ne parlons pas de celles-là. D'ailleurs, elles sont combattues, les activités mafieuses sont combattues, souvent avec succès d'ailleurs par la justice et par la police. Non, s'il y a des grandes fortunes, c'est parce qu'il y a des entreprises qui réussissent d'une manière extrêmement large, et surtout avec la mondialisation, qui arrivent à se créer des empires à travers l'univers. Mais cette situation n'a strictement rien à voir avec la situation du petit retraité. Je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'il y a des grands groupes mondiaux que le petit retraité n'a pas suffisamment d'argent. Alors évidemment, la façon dont vous avez formulé votre question est telle que il y a toujours un sentiment d'indignation qui n'est, d'ailleurs je le partage. Et il grandit d'ailleurs, il grandit, vous avez raison. Mais ça n'est pas exactement cela qui est la cause du mal, parce que le petit retraité, je pense vous l'avoir expliqué auparavant, a une situation qui est ce qu'elle est, tout simplement parce qu'on lui a fait souscrire une retraite par répartition et non pas par capitalisation. Et donc, on l'a privé finalement de l'essentiel de sa retraite. Nous avons publié sur le site que j'anime, claudereichmann.com, de nombreux articles, dont un témoignage venant d'un retraité il avait 80 ans, mais il avait fait le calcul il travaillait depuis l'âge de 18 ou 20 ans, je crois, et il avait fait le calcul de ce qu'on lui avait pris, mais en se fondant uniquement sur le SMIC. Eh bien, écoutez, c'est absolument extraordinaire. Si un SMICard mais dans une retraite par capitalisation. Et quand je dis capitalisation, il ne s'agit pas de spéculer. Vous placez ça tout simplement à ce que rapporte actuellement une assurance vie, par exemple. En bon d'état, par exemple, ça fait actuellement, on vous verse du 4,5% à peu près. Donc, eh bien, si vous faites ce calcul sur les 40 ans, et même un peu plus maintenant, pendant lesquels on cotise, vous avez un résultat stupéfiant. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 600 ou 700 euros de retraite, vous en toucherez 2100 ou 2200. Je parle du SMICard. Oui. Et il restera à notre SMICard à
peu près 250 à 300 000 euros de capital qu'il pourra éventuellement écorner s'il le souhaite, ou il pourra en prendre une partie pour s'acheter une maison dans un endroit où il veut se retirer. Enfin bref, et il faut savoir également que ce capital constitué va naturellement servir à lui verser des intérêts, mais on lui versera la première année, par exemple, un intérêt correspondant donc au capital qu'il possède. Mais pendant ce temps-là, pendant cette année, son capital va continuer à travailler. Donc on lui versera beaucoup moins, en réalité, on écornera beaucoup moins son capital que si on lui prenait uniquement une partie de ce capital pour lui verser sa retraite, car il continue ce capital à travailler. Donc vous voyez, le fond du problème est là. Mais c'est une affaire qui dure depuis des décennies, et il aurait fallu faire ce changement dans les années 70, lorsqu'on a vu la démographie se retourner. Il y a un très grand économiste, écrivain et spécialiste des questions de population, Alfred Sauvy, qui disait: la démographie, c'est l'art ou la science la plus simple du monde. Elle consiste à dire qu'un jeune homme qui a aujourd'hui 18 ans aura 68 ans dans 50 ans. Vous voyez, c'était une boutade de ce grand économiste et de ce grand démographe, mais c'est une boutade qui pourtant est tragique aujourd'hui, parce que ce calcul, n'importe qui pouvait le faire dans les années 70. Bon, les années 70, c'est-à-dire les retraités, ceux qui arrivent aujourd'hui à la retraite, prenaient leur travail dans les années 70, ils avaient une vingtaine d'années. Bon, eh bien, aujourd'hui, 40 ans après, on n'a rien fait, absolument rien. Il fallait, dès cette époque, soit passer à la capitalisation, ce qui était de loin le meilleur système, soit, si on voulait absolument maintenir la répartition ou une partie de répartition, faire en sorte qu'on ne reverse pas la totalité des sommes prélevées aux bénéficiaires, tout simplement parce que ceux qui les avaient payés se retrouveraient ensuite à la retraite avec beaucoup moins de cotisants pour les payer. Voilà, c'était un calcul simple à faire. Mais vous savez, l'art de gouverner, c'est par nature un art de long terme. Mais malheureusement, les politiciens ne sont animés que par le court terme. Actuellement, quel est le débat? Le débat consiste à savoir si en 2012, c'est-à-dire dans moins de 2 ans maintenant, si en avril et mai 2012, M. Sarkozy sera candidat et sera éventuellement réélu, ou si ce sera Mme Aubry qui passera ou tel autre. Voilà, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer dans 20 ans. Tout à fait. Mais en fait, ce que réclament les citoyens, en règle générale, nous on le constate ici à la radio, c'est un certain rééquilibrage et essayer d'éradiquer les problèmes de chômage, les problèmes de justement, on revient toujours à ces retraites, mais les retraites. Les petites retraites, c'est finalement, c'est les gens qui ont des petites retraites qui se plaignent, c'est pas les autres. Là, ceux qui ont les petites retraites se plaignent d'autant plus que les retraites ne permettent plus de vivre aujourd'hui. Voilà. Les prix augmentent, même si on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Bon, oui, ça c'est faux. Ce qui s'est passé avec l'introduction de l'euro, les prix ont augmenté. Tout à fait. Et dans ces prix, alors il y a aussi un exemple que je donne assez souvent, parce que j'essaye de donner des exemples aussi concrets que possible, parce que les grandes théories, en général, passent un peu par-dessus la tête des gens, mais prenez l'exemple de la personne qui va prendre un sandwich jambon-beurre au comptoir. Alors, vous lui demandez, mais monsieur ou madame, savez-vous quelle est la composition de votre sandwich jambon-beurre? Alors, il dit, oui, il y a 2 tranches de pain, un petit peu de beurre sur chaque face, et une tranche de jambon. Et alors là, on lui dit, mais monsieur ou madame, vous avez oublié quelque chose. Ah bon, que le cornichon? Oui, enfin bon, c'est pas ça, c'est pas le cornichon. Non, c'est qu'il y a une grande couche de dépenses publiques. Votre sandwich comporte 56% de dépenses publiques. Car le cafetier qui vous vend le sandwich, il est obligé d'intégrer les dépenses qu'il a, c'est-à-dire en fait les impôts qu'il paye, les charges, etc., dans le prix de son sandwich. Donc c'est pour ça que tout est cher en France, parce qu'il y a un État qui nous coûte trop cher. Et nous avons 56% de dépenses publiques. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Quand nous gagnons 100 euros, eh ben nous avons 56 euros qui sont dépensés, enfin que nous payons, pardon, plus exactement 100 euros d'impôts ou de charges, eh bien il y a 56 euros qui sont dépensés par l'État. Donc si nous pouvions réduire, ne serait-ce qu'à ramener au tiers, c'est Chirac qui le disait, il répétait, je vais vous raconter l'anecdote, elle est très drôle, j'ai entendu lui-même le dire, donc c'est une anecdote qui, en tout cas, il l'a réellement raconté. Il s'est mis en scène lorsqu'il était jeune secrétaire d'État au budget,
et arrivant pour présenter le budget au général de Gaulle, qui était alors le chef de l'État. Et il dit, le général de Gaulle n'a regardé qu'une chose. Quel est le pourcentage des dépenses? Alors le ministre dit, mon général, 33%. Et le général a dit, c'est bon, il ne faut pas dépasser le tiers. Voilà. Et c'est Chirac, malheureux. Et lui, il a largement dépassé le tiers. Hein. C'est sûr. Il n'est pas le seul à dire. Non, non. Et donc, je crois que tout le problème est là. Si vous avez, mettons en gros 35 à 36%, ce qui est la moyenne des pays développés qui marche très bien, de dépenses publiques, vous avez 20 points de dépenses publiques de moins que nous en avons en France. Donc un État qui vous coûte moins cher. Et savez-vous pourquoi les États-Unis arrivent quand même maintenant à repartir alors qu'ils ont subi une crise d'une ampleur sans précédent et plus grave encore que la nôtre? Mais c'est tout simplement parce qu'on arrive encore à travailler, à produire de la richesse aux États-Unis, alors qu'en France, c'est strictement impossible. Parce qu'on vous prélève trop. Et celui qui est la victime, la première victime, c'est le petit salarié et c'est le petit retraité. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter justement les petites entreprises, les entreprises indépendantes? Vous voyez, essayer de... tout le monde nous dit on taxe avant d'avoir commencé en France. Absolument. Donc là, c'est pas possible. On devrait prélever les taxes au prorata du chiffre d'affaires. Oui, alors c'est ce qu'a essayé de faire M. Novelli en créant le statut de l'auto-entrepreneur. Oui. Et c'est très limité parce que l'auto-entrepreneur, ça ne permet pas vraiment de créer une entreprise. Ça permet de gagner un peu d'argent sans être trop taxé et surtout pas trop taxé immédiatement avant d'avoir gagné le premier euro. Ouais. Et le vrai problème, vous avez raison d'évoquer le problème des entreprises. Il y a 3 millions d'entreprises en France, 90% d'entre elles ont moins de 10 salariés. Et la plupart d'ailleurs de ces 90% n'ont pas de salariés du tout. Donc ce sont des entreprises qui les unes et les autres peuvent créer des emplois. Oui, parce que c'est Pourquoi ne les créent-elles pas? Tout simplement parce qu'elles ont trop de charges. Oui, c'est scabreux aujourd'hui de se lancer dans une petite entreprise, même une micro-entreprise. Les gens ont peur, hein. Vous avez une situation, d'abord, la France est dans une crise très grave dont elle n'arrive pas à sortir parce que justement on ne prend pas les mesures nécessaires. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez créer des emplois, si par chance ou par votre talent et votre mérite, vous arrivez à avoir une activité qui se développe, vous créez des emplois, vous tombez dans un système qui est insupportable, qui est celui des règlements administratifs, qui fait que avoir des salariés, c'est une véritable épreuve actuellement. Alors ça devrait être un bonheur, ça permet de développer une entreprise. Et ces statuts-là ont fait que quand vous commencez à entrer dans le cycle du salariat, enfin d'embaucher des salariés, vous entrez dans les ennuis quand vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Le salarié n'y est pour rien. Lui, il a le statut qu'on lui donne. Mais c'est ça qui est le véritable problème. Moi, je me rappelle, j'avais un de mes amis qui avait une PME, il était traiteur. Il organisait donc des buffets, des choses comme ça. Et il avait une petite entreprise qui devait avoir moins de 10 salariés. Et il m'avait dit un jour, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites entrer un salarié dans votre entreprise, vous faites entrer un ennemi. Alors, je lui dis, enfin, si vous n'êtes pas un peu excessif, il dit, non, ce n'est pas la personne du salarié qui est en cause. C'est le fait que les règles et les rapports sociaux en France sont tels que le salarié est l'ennemi du patron. Enfin, en tout cas, on en fait un ennemi. Alors, c'est le système. Voilà, c'est le système. Alors qu'il devrait être, au contraire, un ami du patron. Ils ont le même intérêt. Ah, tout à fait. L'intérêt, c'est que la boîte marche et qu'ils gagnent l'un et l'autre de l'argent. Bien sûr. Alors, on pourrait dire quelques mots sur l'environnement. Quelle est votre position, justement, sur les problèmes d'environnement, pollution, etc., etc. C'est quand même un gros problème sur la planète en général. Écoutez, c'est un gros problème qui me paraît tout à fait exagéré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution. Je suis assez sceptique sur le réchauffement climatique. J'ai étudié, comme tout le monde, la question. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais j'ai consulté beaucoup d'ouvrages scientifiques. Bon, il apparaît quand même qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité énormément de périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement, des périodes glaciaires, et que l'environnement humain d'abord n'y était pour rien dans la plupart des périodes, et d'autre part parce que nous sommes actuellement dans une période où on essaye de faire peur aux gens à partir de faits dont certains sont exacts mais des autres sont parfaitement inventés. Et je vais vous donner quelques exemples. Bon, le plus simple, le plus facile et qui d'ailleurs ne prouve pas grand-chose, pas plus que ceux qui nous serinent des histoires sur le réchauffement climatique. Bon, vous avez vu le printemps qu'on a eu, enfin je veux dire, et même la situation actuelle. Bon. Oui. Nous, dans le sud de la France, on n'a jamais vu ça. Ah oui,
actuellement, vous avez une période dramatique avec notamment Draguignan. Oui, et même pire. Et le froid, et vous avez du froid, de la neige, enfin des situations... Bon. Parce que si vous voulez, chez nous, le beau temps commence vers la fin mars, là on n'a rien eu. On avait l'impression d'être en région parisienne. Oui, absolument. La région parisienne, d'ailleurs, rassurez-vous, n'avait pas meilleur temps. Ouais. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette affaire de réchauffement est en réalité une escroquerie intellectuelle, alors, qui est fondée sur des soucis véritables. Bon, je suis, comme vous, sans doute, très sensible à l'environnement dans lequel nous vivons. Je n'approuve pas particulièrement le bruit, la fumée et tout le reste. Et je ne les apprécie pas non plus. Mais il ne faut pas se tromper d'ailleurs. Ce qu'on ne dit pas, c'est que si nous sommes là aujourd'hui en train de discuter sur votre radio, c'est parce qu'il y a eu un réchauffement climatique. C'est ce fameux réchauffement qui s'est produit il y a à peu près une dizaine de milliers d'années. C'était la fin d'une époque glaciaire. Et c'est ce qui a permis à la civilisation de se développer. Donc, nous sommes en fait les enfants du réchauffement climatique. Et il faut savoir que les périodes glaciaires sont des périodes épouvantables. On ne peut rien faire, rien entreprendre. Regardez seulement ce qui se passe quand il fait froid. On n'a pas envie de travailler, on n'a pas surtout de possibilités pour les cultures, pour tout le reste. Donc ce réchauffement climatique est une véritable gageure, telle qu'on l'expose actuellement. D'ailleurs, le plus amusant, c'est quand vous faites des carottages, vous savez, c'est-à-dire qu'on plonge des sondes très profondément dans l'écorce terrestre, et puis on en ramène évidemment des échantillons qui permettent de voir quelle était la composition de l'air. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que finalement, il y a eu des périodes qu'on pourrait assimiler à celles d'aujourd'hui, et il n'y avait strictement aucune automobile ni aucune activité industrielle. Donc ce sont vraiment des cycles planétaires et des cycles solaires également qui interviennent. Mais prenez un autre exemple. Bon, vous savez que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Bien, je peux vous donner une nouvelle absolument extraordinaire qui va certainement emballer vos auditeurs, c'est que les automobiles n'y sont pour rien. Les dinosaures n'ont pas disparu à cause des usines chinoises ou à cause des automobiles européennes. Non, tout à fait. Non, en réalité, il y a eu des événements, vous le savez comme moi, il y a eu soit des éruptions volcaniques, soit la chute d'une météorite, etc. Mais en revanche, pour revenir à des faits beaucoup plus précis et plus contemporains, il y a eu cette fameuse conférence de Copenhague qui a eu lieu l'hiver à l'automne dernier, qui a été un échec retentissant et que j'avais personnellement annoncé, puisque comment voulez-vous obliger la Chine, parce que c'est finalement un des principaux pollueurs mondiaux actuellement, la Chine et l'ensemble des pays émergents, comment voulez-vous les obliger à ralentir leur croissance alors qu'ils ont un besoin impérieux d'importer des matières premières, et qu'en particulier toutes leurs centrales sont au charbon. Or, ce sont les centrales au charbon qui produisent pour l'essentiel la pollution, et ils ne peuvent pas faire autrement, tout simplement parce que ils n'ont pas de pétrole d'une part, et puis même s'ils en avaient, ça ne suffirait pas à produire l'électricité et l'énergie dont ils ont besoin. Donc nous sommes actuellement dans une phase de grande croissance économique des pays émergents, et d'ailleurs vous savez que cette bonne tenue des pays émergents est probablement le seul élément rassurant de la situation actuelle, parce que c'est eux qui tirent actuellement la croissance mondiale. Nous, on est totalement englués, encalminés. Les États-Unis repartent, mais pas d'une manière extrêmement forte. En revanche, la croissance est de l'ordre de 8% en Inde, de plus de 10% en Chine, avec des variantes, mais enfin c'est en gros une croissance entre pas loin de 2 chiffres pour l'ensemble de ces pays, et grâce à ce qu'on appelle les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, eh bien on a une croissance dont profitent les entreprises des pays qui ont su s'adapter, c'est-à-dire comme l'Allemagne, qui ont su se faire de bons exportateurs par le biais de leur excellence technique et surtout d'une maîtrise de leur coût de production. Mais il y a quand même un problème objectif. Il y a par exemple le problème de la déforestation, le nucléaire, Tchernobyl, etc., etc. La pollution des rivières, ça c'est du concret quand même. Ça. Ah oui, c'est tout à fait. Et c'est quand même grave. Vous avez raison, mais bon, le nucléaire, là c'est un choix qu'il faut assumer ou ne pas assumer. Enfin bon, on a voulu faire du nucléaire. Si la France est peu polluante, la France est le pays du monde où la pollution est relativement la moins importante, tout simplement parce que nous sommes passés au nucléaire. Alors évidemment, on peut dire, mais le nucléaire est dangereux.
Bon, effectivement, il vaudrait mieux avoir l'eau de la Clairefontaine qu'une centrale atomique à côté de chez soi. Oui, c'est quand même une bombe. Le problème, c'est que celui qui le dit utilise quand même de l'électricité. Alors, comment fait-il pour... Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions, mais qui ne sont pas des solutions très, très crédibles. Par exemple, les solutions sur le solaire, oui, tout ça, ça peut être un adjuvant, ça peut être... Ça reste peut-être à démontrer. Parce qu'on nous dit que c'est pas très crédible, mais ça reste peut-être à démontrer, c'est ce que beaucoup nous disent. C'est démontré, puisque vous avez, alors ce qui est déjà totalement démontré, c'est la totale inutilité des éoliennes. Alors là, c'est démontré par des exemples nombreux. Et savez-vous que les éoliennes sont le moyen de produire de l'électricité qui pollue le plus, non pas parce qu'elles produisent à l'aide du vent, mais parce que comme le vent ne souffle pas tout le temps, on est obligé d'entretenir le mouvement des éoliennes avec une énergie classique, et donc on construit des centrales avec du carburant pour les faire tourner, donc on augmente la pollution. Non mais vous savez, l'éolienne c'est un truc à se faire beaucoup d'argent. Quels sont les projets pour la Révolution bleue ? Écoutez, nous, Révolution Bleue, nous avons, depuis le début, comme je vous l'ai indiqué en commençant notre entretien, fondé notre action sur les 3 thèmes que je vous ai indiqués, à savoir qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait dans un pays de la chienlit. Nous ne sommes pas des fanatiques de l'ordre, nous sommes simplement des fanatiques du bon fonctionnement des institutions. Voilà, on ne demande que ça, et je crois que chacun peut constater que les institutions ne fonctionnent pas en France parce que le gouvernement a peur, il a peur de tout, et puis il n'est même pas capable de rétablir un semblant d'ordre. Il ne s'agit pas d'ailleurs que des banlieues. On peut parfaitement dire également qu'un certain nombre de syndicats créent un désordre insupportable. Ça arrive aussi. Et je ne suis pas du tout anti-syndicaliste. J'ai été moi-même dans ma carrière syndicaliste, donc je ne suis pas du tout hostile à cette activité-là. Mais donc, premier point, il faut rétablir un fonctionnement normal des institutions républicaines. À condition que ce soit équitable. Pardon ? À condition que ce soit équitable. Équitable, bien entendu. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça l'équité. Oui. L'équité, ça n'est pas de créer des situations plus favorables aux uns et moins favorables aux autres. Tout à fait. C'est que tout le monde ait droit, c'est d'ailleurs c'est la règle républicaine, chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, équité, effectivement, mais justice, surtout justice, c'est-à-dire tout le monde doit être traité de la même manière. De ce point de vue-là, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les situations parfaitement anormal de certains ministres ou d'autres qui trichent littéralement. Ils trichent avec la loi. Ça ne devrait pas être toléré. Il y a longtemps qu'ils auraient dû être démissionnés. Tout à fait. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, non à l'excès de prélèvements et de charges, mais parce que c'est ça qui tue l'activité en France. Et si les gens savaient ce qu'on leur prend comme argent, alors vous allez me dire, oui, ils le savent très bien. Non, ils ne le savent pas vraiment parce que certes, ils voient bien leur fiche de paye et ce qu'on leur prélève, mais ce qu'ils ne voient pas, ce que serait leur fiche de paye si l'État et les charges sociales étaient moins lourdes. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, alors là, je pense que c'est un point fondamental, il faut remplacer l'actuelle classe politique française. C'est-à-dire que nous avons une classe de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires. Je n'ai rien contre les fonctionnaires en tant que tels, quand ils accomplissent leur métier, mais ils n'ont pas une vocation à diriger le pays. Donc ce qu'il faut, c'est rétablir les droits de la société civile et permettre à celle-ci de gouverner le pays désormais, et non pas de le gouverner par les fonctionnaires qui ont d'ailleurs tellement échoué que s'ils avaient un peu d'honneur, ils démissionneraient tous. Alors Claude Reichmann, vous avez un site internet ? Oui. Vous allez nous donner les coordonnées ? Alors, nous avons d'une part un site écrit qui s'appelle claudereichmann.com, c'est-à-dire en un seul mot et en minuscule. Oui. Et j'anime également une station de télévision sur Internet qui s'appelle Reichmann TV. D'accord. Dans laquelle nous accueillons des personnalités qui ont des choses à dire. Nous avons voulu, surtout en créant cette chaîne de télévision, lui donner en quelque sorte un rôle démocratique, c'est-à-dire que vous êtes bien placé pour savoir, ce n'est pas le cas chez vous, heureusement, mais dans la plupart des stations de radio, tout à fait. On a 3 minutes pour s'exprimer, tout à fait. On a été gâtés. Non, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et dans les télévisions, c'est pareil. Nous avons voulu, dans cette station de télévision, donner entre une demi-heure ou une heure de temps d'antenne à des personnalités qui, selon nous, le méritent, c'est-à-dire des gens qui ont des idées, à qui nous permettons de les exprimer, et par conséquent, comme ils restent à l'antenne en général pendant un mois, puisqu'on peut accéder en permanence à ce site de télévision à regarder les émissions,
Donc ces gens bénéficient d'une exposition particulièrement intéressante parce que ils savent que leurs idées vont être écoutées et peut-être entendues par un nombre très important de téléspectateurs. Donc voilà, je répète, claudereichmann.com pour le site écrit et reichmanntv.com pour la télévision. Merci Claude Reichmann d'avoir participé à ce grand forum Fréquence Évasion. Merci beaucoup de votre accueil et du temps et de l'attention que vous m'avez consacré et du temps que vous m'avez offert. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était le grand forum Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre grand forum sur cette même antenne.